Allez, les premiers invités de la journée, nous sommes dans la rubrique environnement, justement, environnement où nous parlons aujourd'hui de comment est-ce que l'on peut sauvegarder les forêts sacrées du plateau. C'est avec... vous le connaissez, le monsieur environnement de la maison. William Apollinaire-Tioki, bonjour. Bonjour Alain Sochouba. Vous avez décidé de parler de la protection et de la valorisation des forêts sacrées. Tout à fait. Et là, nous allons directement dans la commune de Kobé, département du Plateau aujourd'hui, bien sûr. Et puis, c'est dans le département du Plateau, je le disais, mais là-bas, de grandes actions de protection de notre couvert végétal se mènent, entre autres à la manette, l'ONG CACD, spécialisée aussi dans la promotion des arts et de la culture. Nous recevons son directeur exécutif. Bonjour, monsieur Franck Serge Alokpowanou, c'est bien ça? C'est bien ça. J'ai bien prononcé? Bien sûr. Ok, d'accord. Il n'est pas seul, il a à ses côtés un des dignitaires de la cour royale de Kobé, ancien directeur de l'ONAP. Je crois maintenant on ne dit plus l'ONAP, on dit quoi maintenant? La SONAB. La SONAB. Ah, ok, société. Il est aussi membre de l'équipe de gestion du projet restauration et gestion de la forêt sacrée au Okbo de Kobé. C'est bien ça? Bien sûr. Voilà. Bonjour, docteur Clément Adeyemi Kouchade. Bonjour, monsieur William Tioki. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci beaucoup. Quitter Kobé, c'est pas facile, hein? J'imagine très tôt le matin venir ici en plateau, mais ça va être pénible, hein, n'est-ce pas? Bon, 1h30 de voir, c'est peu. C'est peu. Ça, il faut le faire, hein, ça c'est le devoir public. Alors, monsieur Franck Serge Alokpowanou, si on demandait si Kobé est une commune verte, vous répondez quoi? Je répondais affirmatif. Ah oui, et pourquoi affirmatif? Parce que d'abord, je prends ne serait-ce que cette idée des aînés de conserver les forêts en les divinisant. Et dans le département du Plateau notamment, nous avons les festivités des divinités Oro, qui est une forme naturelle, traditionnelle de conserver la biodiversité. En dehors des Oro, nous avons les Egungun qui ont aussi leur couvent dans la forêt parfois. Okay. Et en dehors de ça, nous avons les forêts naturelles. Il y en a combien à Kobé? D'accord. Selon une étude effectuée par le PNUD en 2013, Kobé avait 100 forêts sacrées. 100 forêts sacrées. Je sais qu'au Bénin, on en a un peu plus de 3000 forêts sacrées et Kobé en a 100. Un peu plus de 100. En 2013. 13. Une étude effectuée par le PNUD. La commune d'Adjaouéré a eu la chance, ou bien le privilège, d'actualiser sa liste et elle a aujourd'hui 183 forêts sacrées. Alors Kobé attend quoi pour actualiser sa liste? Ça va venir. ça viendra. Une réponse diplomatique, je dirais. Voilà. Mais moi j'ai envie de vous poser une question. Oui. Quel est l'intérêt et la nécessité pour emprunter vos propos, de diviniser les forêts? Non, est-ce que c'est... On ne sait pas. Il faut questionner les aïeux. Il faut les questionner, il faut les décoder. Parce que peut-être que leur idée, c'était de préserver les richesses culturelles qui se trouvaient dans ces zones-là. Mais peut-être qu'ils savaient aussi que, dans le même temps, ça permettrait de lutter contre les effets du changement climatique que nous créons aujourd'hui. Ils ont vu déjà loin. Ils ont vu loin. Donc aujourd'hui, quand je travaille sur le sujet, je vous assure tout, j'ai envie de les connaître et de les saluer. Parce que ça fait plaisir. On ne peut qu'honorer les moments. Hein? Oui, vas-y. Voilà. Alors, docteur Kouchade, vous êtes déjà dans cette action de protection de la biodiversité depuis longtemps. Je l'ai dit, vous avez été DG de l'ONAP, professeur, ancien chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, aujourd'hui dignitaire à la Cour royale de Kobé. Alors, dites-nous concrètement, au niveau de la Cour, qu'est-ce que vous faites pour continuer à préserver? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si nous avons encore de la biodiversité, c'est beaucoup plus parce qu'on a des forêts sacrées. Merci beaucoup. Ouais. Je pense que vous avez oublié que je suis désormais le conseiller technique à l'environnement et aux énergies renouvelables du président de l'Assemblée nationale. Ah, ça je ne savais pas. Je n'avais pas cette précision. Alors merci de m'informer. Je ne savais pas. Ok. Bon, vraiment, c'est une très très belle question que vous posez ce matin parce que au-delà de Kobé, je pense que nos aïeux ont su
préservé l'environnement en leur temps. Et il ne restait qu'à nous de continuer dans cette démarche-là. Parce que quand vous parlez de Paubert, rien que les forêts classées, vous aviez une forêt qui a été identifiée par les colons et qui aujourd'hui fait la fierté de Paubert. C'est près de 4000 hectares qui se retrouvent au niveau de services qui s'occupent du SRPH ou je ne sais pas comment le CRAPP. Ouais, le CRAPP. Ouais. Vous avez tout ce qui est production de palmiers à huile, mais autour de ça, il a été réservé une grande forêt qui protège aussi bien et l'eau et tout ce qui est biodiversité actuellement. Et ça s'est passé bien avant la colonisation. Et ça, personne ne le dit. Ça a été réservé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le peuple de Paubert voulait se rallier au Nigeria. Vous connaissez bien les questions des impôts et autres là. Paubert voulait se rallier au Nigeria. Et le roi qui s'est décidé d'y aller a été prise dans la démarche avec ses conseillers et ses ministres. Et ils ont été emprisonnés à Zayanado. Et c'est au retour qu'on est venu voir les populations pour dire, mais écoutez, mais vous voulez ou votre roi ou vous voulez quoi? Et ils ont été obligés de dire, mais si vous voulez votre roi, vous devez nous mettre à disposition des terres. Et donc du coup, cette partie a été réservée pour bloquer Paubert dans son élan d'aller vers le Nigeria ou bien... Dans son élan sécessionniste. Oui, mais pour aller plutôt vers les Anglais que d'être avec les Français. Donc voilà, en dehors donc, des conservations qui ont été faites, voilà l'histoire donc de cette forêt qui a été réservée. Et aujourd'hui, et c'est les mêmes Français qui ont installé l'Institut régional de recherche sur le palmier à huile sur le même terrain, donc qui date de plus de 1911. Donc vous voyez que à ce niveau, aussi bien nos parents, mais il y a également l'effet de la colonisation qui a fait que aujourd'hui nous avons plusieurs forêts classées au Bénin. J'avais pas connaissance de ce pan de notre histoire. Ah ben oui, mais peut-être puisque Paubert est à la frontière. Et donc, on voit les forêts, là, c'est pratiquement à la frontière. C'est bien la forêt Okpo, c'est ça? Non, il y a la forêt d'Okpo qui a été... Et cette forêt, comment on l'appelle? Mais c'est la forêt de Paubert. De Paubert, c'est ça? Oui, c'est la forêt de Paubert. Alors, aujourd'hui, elle est dans quel état, cette forêt? Totalement, c'est une forêt naturelle, l'une des forêts naturelles assez conservées, puisque c'est le CRAPP qui s'en occupe. Ce n'est même pas les eaux et forêts, c'est le CRAPP, c'est le centre... qui travaillent sur les je vous promets qu'on va descendre à Paubert et voir un peu comment se présente cette forêt. Mais cette forêt, elle est là, elle protège au mieux les petits marigots, mais également ça fait que Paubert a quand même une biométrie qui reste quand même stable depuis un moment. Mais bien avant ça, c'est que les populations de Paubert s'étaient installées juste à proximité de cette forêt, mais avec tout ce qu'il y a comme difficulté en ce moment, les guerres, les feux de végétation et autres là. Avant maintenant de dire, mais dans tous les cas, là où on doit s'installer, ça ne peut être que dans une forêt lucérante. Et donc, ils se sont déplacés, surtout que cette zone est un peu à une pédologie un peu plus difficile, c'est les zones hydromorphes, tout ça là. Donc, c'est souvent des terres bien fertiles. Oui, mais il y a terres fertiles, mais c'est vraiment une zone de transition entre la zone de terre rouge et la zone de terre noire, de terre noire ou les zones hydromorphes. Donc, Paubert s'est déplacé vers un site qu'on appelle Okpo, où on a installé pratiquement tout, qui est au cœur de la ville, près de 3 hectares de forêt. Mais on n'en trouve pas partout au Bénin. On peut peut-être en trouver à Abomey. On en trouve également à Parakou, où vous avez donc des îlots forestiers qui sont installés au cœur de la ville. Et ça, là, c'est resté lucérant également, parce que rares fois vous avez des feux de végétation, et même s'il y en a, les populations se lèvent et arrivent à protéger et à
à protéger naturellement. Alors, quand on va à l'intérieur de cette forêt, monsieur Serge, alors pour nous, c'est bien ça? Alors pour nous, qu'est-ce qu'on retrouve comme espèces végétales et animales à l'intérieur? Espèces végétales et animales, est-ce que je suis mieux placé pour en parler? Mais ce que je sais, c'est que, comme le disait le docteur tout à l'heure, au départ, c'était une forêt de plus de 10 hectares. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça revienne maintenant à 4 hectares? 3 hectares. 3 hectares. C'est des questions d'installation des dignitaires, des dignitaires qui s'installent. C'est des questions de manœuvre intellectuelle de ceux qui s'installent, qui ont fait que progressivement, les gens mais à cette allure, si on passe de 10 hectares à 3, c'est qu'on n'a pas la garantie que les 3 vont rester non plus. Oui, c'est la raison pour laquelle, d'abord, je voudrais remercier infiniment les dignitaires et les cadres au niveau qui entourent le roi, parce qu'ils ont mis en place, c'est le docteur qui devrait mieux en parler, ils ont mis en place une association qu'on appelle Bobani. Ça veut dire quoi? Bobani veut dire rendre hommage au roi. Rendre hommage au roi, donner de la valeur au roi. Au roi. À côté de cette association, nous, ONG, dénommée la culture au cœur du développement, née à Pobé et ayant connaissance des expériences sur l'importance des forêts, nous, on a vu quand même que, attention, il y a des grands arbres qui sont là et que le roi, avec ses dignitaires, ils vont tous les 4 jours pour des sacrifices. À l'intérieur. À l'intérieur. Et ce que je peux dire à l'intérieur de cette forêt, vous avez des cases. Et à un moment donné, vous oubliez que vous êtes dans une forêt. Ah oui? Oui. Vous avez des cases, vous oubliez que vous êtes dans une forêt. Ben, ça donne envie d'aller découvrir. Vous allez le voir avec les images qu'on va projeter dans notre émission. Et après ça, dites-vous que cette forêt est à côté de la mosquée centrale de Pobé. Cette collaboration... C'est pas fini. Ouais. En face de la mosquée centrale, vous avez le palais royal de Pobé. Et on peut se demander, mais comment se fait-il que la mosquée centrale puisse être devant le palais royal? C'est la première question qu'on peut se poser. Et je dis que la mosquée est à côté de la forêt sacrée. Et à l'arrière-plan de cette forêt sacrée, vous avez les églises catholiques et protestantes. Vous nous dressez un peu ce qu'on peut retrouver à Ouida, en face du temple des Pythons. Absolument. Il y a Notre-Dame qui est là pour montrer un peu qu'au Bénin, on s'accepte malgré nos différences de religion. Et pendant longtemps, ce complexe touristique est resté muet. Parce que quand je vous le décris maintenant, vous imaginez. Mais pendant longtemps, c'est resté comme ça. Et c'est là encore que je rends hommage au roi et aux dignitaires, aux gardiens de la tradition, qui ont respecté les principes mis en place par les aïeux jusqu'à aujourd'hui. Et de sorte que c'est resté comme ça. Et vous avez, les arbres d'Iroko étaient dans la forêt. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y a d'autres grands arbres qui y sont, qui subissent à des moments donnés des affres comment on appelle, de la nature. Changement climatique. Oui. Et aussi parfois parce que lorsque les rois et les dignitaires doivent peut-être faire de grandes constructions, et quand même, ils s'en servent. Mais des dispositions sont en train d'être prises actuellement pour que les 3 hectares soient conservés. Ils disparaissent. Alors, moi, j'ai bien envie de poser une question au docteur Koukouktale. Quand on sait que le roi et sa cour, ses dignitaires vont tous les 4 jours faire des sacrifices dans cette forêt, et que on voit aussi comment est-ce que la forêt est en train d'être réduite, est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, le royaume va continuer par rester, mais est-ce que le roi aura encore une forêt pour faire les sacrifices? Oui, merci beaucoup. Non, peut-être que c'est le président de l'ONG n'a pas su dire les choses telles quelles. C'est vrai, ça tournait peut-être autour de 10 hectares, mais c'est sans compter que toutes les populations étaient installées tout autour de la forêt pour mieux protéger. Donc il a dit tout à l'heure que les dignités étaient installées.
Ce n'est pas des dignités d'aujourd'hui. Donc quand vous voyez la forêt, elle est bien ceinturée. Et bon, maintenant il y a eu quelques prélèvements quand les gens s'installent, chacun veut avoir quand même son cadre de vie assez propre, donc si bien qu'on engrange un peu dedans. Ouais. Mais c'est pas ça là qui a été à l'origine de la grande réduction dont vous avez parlé. Donc c'était l'installation. Il y a même l'État même qui en a pris dedans parce que toute la partie où on a installé la poste, le terrain du CEG, donc c'est pratiquement plus de... Le domaine de la forêt. De la forêt. Jusqu'au goudron, normalement, la forêt s'étalait jusqu'au goudron. Malheureusement, bon, l'État aussi en voulait, il y a eu l'urbanisation, tout ça a fait que ça s'est réduit à ce strict minimum qui aujourd'hui est très très bien sauvegardé. Il y a eu beaucoup de travaux, l'État a travaillé, les eaux et forêts ont travaillé, donc c'est bien clôturé. Donc on fait de la sensibilisation pour que ceux qui sont autour ne décident point d'aller à l'intérieur. Et là, ça constitue un poumon vert à l'intérieur, au cœur même de la commune de Pobé. En fait, ce que nous devons savoir, c'est qu'à Pobé, il y avait déjà une bonne organisation politique, mais une organisation politique qui avait comme cœur la divinité tutélaire de Pobé. C'est donc cette divinité qu'on appelle Ondo qui a d'abord dit, mais moi je dois m'installer quelque part. Où on l'a mis, c'est cette partie-là qu'on appelle Opo. Et donc quand il est venu, quand il est installé, ceux qui l'entouraient ont été obligés donc d'être totalement autour. Donc normalement, du palais, le roi voit le temple de cette divinité. Donc, si les Pobéens n'avaient pas installé la mosquée, le roi devait voir directement le temple d'où il est, de son palais. De sa position. Mais en temps, quand les gens sont venus, on dit, installez-vous ici un peu, comme il avait dit à ses enfants. Ouais. Donc, et ce que les gens ne disent pas, c'est que vous connaissez bien Royan. Royan, c'est le dernier fils de Doudoua, qui a fondé Oyo, qui a fondé Benin City, tout ça, et qui est revenu même à Ifé pour se réinstaller. Mais quand il est revenu à Ifé, il n'avait plus la possibilité de rester. Il a continué son chemin et au cours du voyage, certainement, bon, ça fait quand même très longtemps, la mort l'a emporté, mais il était parti avec tout un groupe. Et c'est ce groupe-là qui s'est installé au niveau de Pobé aujourd'hui. Donc la divinité que nous adorons tous les 4 jours à Pobé, c'est ce Oroya-là qui est le dernier fils de Doudoua. Donc en réalité, la forêt aujourd'hui ne connaît plus cette pression humaine, cet envahissement. Voilà, non, c'est bien stabilisé. Bien ceinturé, plus personne ne touche. Grâce au CACD, nous avions eu beaucoup de projets pour que qu'on puisse regagner un peu les arbres qui ont manqué, qu'on puisse les mettre. C'est vrai que c'est difficile dans cet environnement-là, mais on essaie. Il y a un qui finira par pas rester et pas tenir toute une année. Et là, je pense que l'année passée, on en a fait. On avait mis plus de 700 plans à l'intérieur. À l'intérieur, non, toujours dans la logique de ceinturer. Puisque ceux qui sont autour, c'est pas en fait qu'ils engrangent, puisqu'il y a déjà des piliers qui sont là, ils ne peuvent pas dépasser ces bornes-là. Ah, d'accord. Ben non, on a respecté les bornes et on en a mis juste autour, puisqu'ils disent, mais les animaux peuvent venir de l'intérieur pour nous embêter, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand je disais que les gens sont organisés étaient déjà organisés politiquement, et donc le roi était le serviteur de la divinité, mais également gérait toute la ville. Autour du roi, vous avez plus d'une centaine de ministres qui doivent normalement être au culte tous les 4 jours. Et dans le même temps, ils doivent parler de ce qui se passe au niveau de l'administration du palais, ou carrément donc de la localité, notamment donc de Pobé Centre. Et quand on parle de Pobé, c'est vraiment toute une communauté, puisqu'au-delà de la communauté de Pobé Centre,
il y a aussi d'autres communautés qui se retrouvent dans d'autres arrondissements. Tout à fait. Oui, mais c'est ça qui est le plus important, c'est dans cette diversité-là que Paubert vit et c'est ça qui fait la richesse de Paubert. Ouais, justement, au niveau du CACD, je sais qu'à part la protection de cette forêt au Okpo, dont nous allons parler certainement après dans l'émission, vous vous battez aussi pour éliminer les sachets plastiques. Cette loi a été votée, mais la lutte a encore la peau dure, je dirais. Absolument. Ouais. Elle a encore la peau dure et on ne peut pas se taire là-dessus parce qu'il faut trouver des alternatives pour permettre... Justement, à Paubert, comment vous faites pour arriver à bout du sachet plastique? Effectivement, nous avons un partenaire qui nous appuie dans nos actions dans le domaine de la santé communautaire. Et leur action, c'est surtout éliminer, éviter, diminuer, réduire les maladies liées à l'insalubrité qui peuvent causer des morts aux enfants de moins de 5 ans, aux femmes enceintes, femmes allaitantes. Avec cette association, nous nous sommes dit que il fallait on avait une opportunité pour écrire un projet. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a posé le problème et ils ont dit, mais écoutez, nous sommes dans le domaine de la santé, vous parlez de 0 sachet. Mais lorsqu'on a fait la démonstration, je vous assure tout qu'ils ont acheté. Ils ont acheté parce que l'approche que nous avons mise en place, on leur a dit que la rétention d'eau par les sachets peut produire les moustiques. Et ces moustiques peuvent entraîner le paludisme, ce qu'ils ne veulent pas. Lorsque ce n'est pas de l'eau naturelle et que c'est d'autres déchets, les restes des aliments et autres, donc leur purification se constitue encore des causes de maladies aux enfants et aux grandes personnes. D'où nous, on veut éliminer les sachets. Et pour éliminer les sachets, on a dit que, bon, écoutez, on ne va pas rentrer dans la communauté seulement. On va attaquer les services publics. Puisque, permettez-moi de le dire, il y a certains services publics qui ne disposent pas véritablement d'un système de gestion des déchets. Nous sommes dit que on va développer, on a initié le projet 0 sachet dans les services et places publiques à Paubert. Et avec ce projet, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de sensibiliser la population. On a organisé une marche verte pour ramasser les sachets au niveau des artères, partout on passait tout ça là. Et la phase la plus importante qu'on ne considère pas trop, sans que certains artisans ne soient pas spécialistes en art plastique, nous avons réfléchi avec eux. On a ramassé les sachets. Qu'est-ce que nous allons en faire? On ne veut pas les brûler. On ne veut pas les enfouir dans le sol. Qu'est-ce qu'on va en faire? Vous faites quoi avec les sachets là? On a eu l'idée de fabriquer des objets d'art avec ces sachets là. Ah. Oui. Donc, on a rencontré les soudeurs pour dire voilà, nous voulons peut-être fabriquer un animal. En tout cas, on a rassemblé les artistes plasticiens et c'est comme ça qu'on a réussi à fabriquer quelques objets d'art et qu'on a présenté. Le maire était sidéré. Je le salue d'ailleurs au passage, je le remercie infiniment pour son engagement à nos côtés. Donc c'est cette dynamique et nous sommes maintenant rentrés dans la communauté maintenant. Et après ça, on a doté les services publics là des poubelles. On a donné des poubelles de 2 couleurs. Tenez-vous tranquille, c'est des poubelles achetées au niveau de la société de la SDDS. SDDS, oui, tout à fait. Poubelles homologuées. C'est vrai, les poubelles étaient en couleur verte, mais on a badigeonné une partie en couleur bleue pour demander au service public, dans la poubelle verte, mettez dedans les déchets organiques, c'est ça? Organiques, biodégradables. Dans les autres, mettez les déchets non biodégradables. On est allé chez les femmes, dans le marché. Voilà. Vous avez pu convaincre toutes les femmes du marché? Oui, les femmes. Elles ont accepté à respecter les principes? Bon, l'histoire que je retiens surtout, c'est quand nous sommes allés au niveau du parc à maïs, qu'on appelle Gadedi, à Paubert, et on leur a demandé, voilà ce qu'il faut faire. Elles ont dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous nous avez... Nous, on a dit, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme alternative? On a dit qu'on n'en a pas encore. Mais ce qu'on vous demande, sachez qu'on peut réduire la production des déchets chez soi. On leur a donné quelques exemples. Par exemple, vous avez des poubelles, vous avez du panier.
pour aller acheter, pourquoi ne pas garder ces poubelles? Mais la preuve, nos parents, avant, quand ils allaient au marché, ce n'est pas un sachet, c'est des sacs, c'est des paniers. Alors pourquoi ne pas continuer avec cette belle pratique? Des sacs faits avec des feuilles de rodier, par exemple. Tout à fait. Et puis, pourquoi ne pas se déplacer avec ça et vous allez les mains vides au marché? Vous achetez tout dans sachet. Mais il y a un problème aussi. Oui. Quand on se réfère au passé, quand vous allez au marché avant, le bon beignet d'haricots fait avec de l'huile rouge et le piment, on vous le sert dans des feuilles de teck. Oui. Le bon akassa, c'est également dans les feuilles de teck. Oui. Mais c'est encore vous, les environnementalistes, qui disent que les gens vont chercher trop de feuilles. Non, mais là, là, je vous arrête. Oui. Les environnementalistes n'ont jamais dit qu'on coupe ou du moins qu'on cherche trop de feuilles et que cela pourrait avoir des effets sur l'environnement. Bien au contraire, on encourage à ce qu'on mette l'akassa, qu'on ait acheté même des trucs dans des feuilles, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Là, ça nous permet d'éviter les sachets. On n'a jamais dit, on interdit l'utilisation des feuilles pour l'akassa. Jamais au contraire, on encourage cela. Merci de l'avoir reprécisé encore. Bon, moi, je n'ai pas un avis aussi tranché. Le même avis. Hein. Ah oui? Le prélèvement des feuilles de teck agit sur l'arbre. Et aujourd'hui, quand vous avez votre plantation, vous ne pouvez pas permettre aux gens d'aller prélever comme ils entendent les feuilles. Mais il peut y avoir un mécanisme le prélèvement parfois est important. Oui. Quand on ne remet pas, quand on coupe les arbres et qu'on n'en remet pas, mais là on peut dénoncer cela. Non, justement, mais les bonnes dames, quand ils vont en forêt dans vos plantations, ils saccagent vos plantations, puisqu'ils vont même prélever jusqu'à la cime, ce qui n'est pas bon. C'est pas bon. Donc si c'est bien guidé, oui, on peut. Ou bien vraiment des feuilles qui tombent par terre, mais sinon aujourd'hui, c'est vraiment c'est du braconnage pratiquement, le fait d'aller prélever les feuilles de teck. Je sais quand même que toujours à Koubert, on continue quand même d'acheter de l'akassa en feuilles. Oui, mais vraiment, on ne sait pas combien d'arbres en ont fait les frais. Mais il vaut mieux qu'on mange l'akassa en feuilles que de manger l'akassa en sachet placé. Justement. Ouais. Mais c'est qu'il faut organiser également. Il faut organiser le prélèvement des feuilles. Puisque aujourd'hui, si vous mettez en place une plantation, ça dépend de l'âge. C'est que si c'est 1 an, 2 ans, mais dès qu'on prélève les feuilles, vous n'aurez pas de bon bois. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire par rapport à ce projet d'encourager aussi les femmes aussi à mettre en tête des plans? Absolument. C'est ça qu'il faut. Et non seulement les femmes, a dit, lorsque vous avez, je ne dirais pas la malchance, ou bien la chance, d'aller à moto ou bien à pied et sur une route goudronnée entre midi et 15 heures, et que par chance vous retrouvez un arbre, vous arrêtez sous cet arbre-là, vous comprenez l'importance de l'arbre, de la plantation, l'importance de l'arbre. Ça fait du plaisir. J'ai gardé dans ma mémoire un souvenir. Et j'ai quitté Koubert, j'allais à Kétou, quand vraiment ça n'allait pas. Je me suis arrêté à Onigboulou quelque part pour prendre un pot, histoire de diminuer. C'est là que j'ai rencontré votre confrère, Eman Pokame. De la radio. Oui. Je vous assure tout. Et puis, c'est là qu'il m'a pris. Quelqu'un lui a dit que, bon, voilà, un responsable de l'ONG. Il m'a pris là même. Il a fait réaliser avec moi une émission. Il était sidéré. Vous savez, la radio, c'est plus facile. Avec l'écoute, un appareil, on prend le son et puis voilà. Et puis, c'est ça compter avec le dynamisme de Mano. Hein. Enfin, on l'appelle affectueusement Mano par ici. On lui fait un clin d'œil. Donc, c'est important que tout le monde, on ne va pas catégoriser. Tout le monde doit planter de l'arbre. Et je reviens encore sur la forêt sacrée. Vous savez, quand je prends le plateau, chaque année, les dignitaires, les gardiens de la tradition font la fête Oro. Est-ce que depuis là, il y a eu un système, un mécanisme qui leur permet de planter de l'arbre dans ces forêts-là? Je ne crois pas. Il y a un dignitaire à côté. Il va nous répondre. Il va nous répondre. Est-ce que pendant ces cérémonies de Oro, est-ce que vous mettez en tête des plans, ne serait-ce toujours pour renforcer, regarnir davantage ces forêts? Merci beaucoup. Vous savez, Oro, c'est une divinité. Ouais. Et aujourd'hui,
les dignitaires de Oro, est-ce qu'on pourrait dire Vodou Oro ou le dit divinité? Bien sûr, c'est une divinité. Bah, enfin, Vodou Oro, voilà. Ça fait partie des divinités de l'ère culturelle Yoruba. Et donc, chaque jour, il y a quelqu'un qui, dans une consultation de phare, entend qu'il doit mettre en place une forêt. Parce que, bon, il n'y a que ça là qui puisse lui sauver la vie. Et c'est pour cela, au-delà des forêts qui existaient, il y en a qui se créent davantage. Donc, c'est pour vous dire que, déjà, le fait de dire que, de sauvegarder cet îlot est un plus. Mais il travaille pour que ce qui est sauvegardé ne disparaisse point. Dans tous les cas, ils ont intérêt à ce que ça puisse grandir, ou bien que les arbres puissent grandir, que ça soit plus lucérien, pour que ce qui se passe à l'intérieur ne soit vu de personne. Donc, rien que pour ça, chacun dans sa forêt travaille à ce que on puisse mettre un plan là où ça manque. Parce que c'est juste pour protéger, pour eux, leur divinité. Ouais. Mais dans le même temps, C'est fait d'une pierre deux coups, en fait. Oui, ils protègent l'environnement. Donc, il n'y a pas de forêt qui diminue aujourd'hui, si ce n'est que la limite, certainement que les limitrophes peuvent dire, n'allez pas vers nos terres, mais tout au moins, ce que là où vous êtes là, ne cherchez pas à en amputer. Et c'est rare même qu'ils prélèvent des arbres à l'intérieur de leur forêt, sauf si naturellement un arbre venait à tomber. Et c'est même le cas au niveau de la forêt de Pobé, la forêt Ondo. Il n'y a jamais de prélèvement suscité par les dignitaires ou par le roi, si ce n'est que l'arbre qui tombe naturellement. Quand l'arbre tombe naturellement, on cherche de quoi à prélever. Vous avez la réponse à votre question, monsieur Franck Serge. Justement. Maintenant, revenons au sachet. Vous savez, dans la question de la gestion de l'environnement, il faut stocker. Je crois que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de stocker du carbone en attendant de détruire ce carbone-là. Donc, ça fait partie des moyens de lutte contre les changements climatiques, donc les sachets climatiques, les sachets plastiques. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est que, oui, on a interdit, mais quel a été l'accompagnement? Parce que depuis un moment, au niveau, vous savez que les structures qui sont en charge de la forêt, qui produisent des plants chaque année, doivent utiliser les sachets biodégradables. Et quand vous les voyez, c'est vraiment du biodégradable, puisque au bout d'un an, vous ne pouvez plus utiliser les mêmes sachets, puisque ça s'effrite. Donc, naturellement, on doit pouvoir mettre en place des structures qui produisent ces sachets, aussi bien pour l'usage de nos dames sur le terrain, et également permettre aux différentes structures de s'approvisionner en ces matériels-là. Et malheureusement, nous sommes envahis par, même si on en installe, c'est que nous serons envahis par... Surtout que Pobé est une commune limitrophe aux géants de l'Est. Donc, si la politique n'est pas régionale, ça va être compliqué. Difficile de... Et donc, il y a le Nigeria qui est là et qui en produit assez avec naturellement leur pétrole. Et donc, le sachet non biodégradable est partout dans le pays. Et donc, il n'y a que cette méthode de stockage de carbone qu'ils peuvent en faire. Et là, l'ONG CACD le fait, mais il faut quand même que d'autres ONG ou d'autres particuliers puissent le faire. Et je pense que dans la région de Calavi, vous voyez donc des petits trucs que les gens font en liane, et du carbone également. Je pense qu'il y a toutes ces méthodes-là que les gens utilisent aussi qui ne sont pas mal et qui pourraient permettre de juguler un temps soit peu en attendant que des méthodes draconiennes puissent être prises pour contre l'entrée des sachets sur le territoire national. Est-ce qu'il y a d'autres actions environnementales que vous menez au niveau du CACD ONG? Et nous faisons de l'éco-citoyenneté. Dans le cadre de ce projet, nous avons organisé une marche fête. Et tenez-vous tranquille, si on avait la chance de voir les images, on a mobilisé toutes les couches de la population.
les eaux et forêts, les scouts, la Croix-Rouge, Ouais. oui, tous les associations de jeunes, les autres ONG, les groupements de femmes, la police républicaine, tout le monde, on s'est mis ensemble pour l'organiser. Et on n'a pas fait que de ramasser le sachet. Au même moment, on avait des speakers, des petits micro-baladeurs avec lesquels on sensibilisait la population. Après ça, nous avons une approche de mise en place des groupements de femmes qu'on appelle l'AVEC, et avec lesquels on travaille toutes les 2 semaines. Donc, on les sensibilise sur différentes thématiques, notamment la gestion des ordures et la gestion des sachets. Et comme je l'avais dit, nous avons fabriqué les objets d'art. Et ces objets d'art, quand les partenaires viennent et ils voient, ils sont vraiment impressionnés. On a fait par exemple le logo de Piscor avec des sachets Plastique. plastiques. Quand la directrice nationale est venue, vraiment elle était sidérée. Et on lui a offert ça, elle a amené ça, elle a placé dans leur bureau. Donc c'est dit que on peut créer des emplois verts à travers la gestion des déchets. Et aujourd'hui, nous pensons que l'État et les partenaires doivent trouver des alternatives pour créer des emplois verts, pour permettre à la population de régler beaucoup de problèmes. Parce qu'en créant des emplois verts aux jeunes et aux femmes, on réduit les inégalités. On lutte contre le genre. La lutte contre le genre. C'est-à-dire, lorsque le jeune, si je me laisse même la femme, lorsque le jeune n'a pas de travail, vous voyez, il est souvent embêté, il n'est pas considéré. Mais lorsque, en faisant des déchets, une matière première, pour créer des emplois, on permet à ce jeune d'être valorisé, d'avoir une place dans la société. Si c'est une femme, ça devient encore très important. Parce que les violences faites aux femmes et aux filles, les causes, quand on sait parler des causes, c'est parce qu'elles sont dépendantes pour la plupart vis-à-vis des hommes. Donc, les déchets doivent être regardés aujourd'hui comme de la matière première et on doit créer beaucoup d'emplois autour. J'ai parlé des objets d'art. Oui. Il y a les charbons écologiques qu'on peut créer avec. Il y a le compost. J'ai quelqu'un un produit que vous appelez déjà Ibodowo, c'est ça? Ibodowo. Des déchets à la richesse. Des déchets à la richesse. Ça, c'est avec le programme Tadamon pour lequel nous sommes actuellement en campagne de financement parce que c'est un programme qui accompagne les ONG qui n'ont pas de force à avoir des ressources pour atteindre leurs objectifs. Donc, dans leur accompagnement, après nous avoir formés, ils ont dit à chaque structure de trouver un projet innovant. Donc, étant dans la gestion des déchets, on a réfléchi, on a trouvé une phrase longue, tout ça là. Oui. Ils ont dit que non, trouver une phrase smart, courte. Donc, étant artiste aussi, poète, l'idée est venue et j'ai pensé à ce titre du projet, des déchets à la richesse, en ago qu'on peut dire Ibodowo. Donc, ne serait-ce que ce titre, aujourd'hui, c'est accrocheur. Je vous assure tout qu'on a réalisé une émission sur la radio Kobe pour expliquer ce projet. Une dame, de façon spontanée, nous a appelé pour dire que vraiment, je suis volontaire, je vous accompagne avec 100 000 francs. Ah. Et sur le champ, elle nous a remis 50 000 francs. Elle dit, revenez après, je vais accompagner. Parce que ce que vous voulez faire, c'est vraiment... Est-ce que la Cour royale aussi a accompagné ce projet? Vous savez que la question des déchets aujourd'hui, c'est une question globale, vous voulez dire? Globale, nationale et transversale. Et donc, il n'est pas question que la Cour royale n'accompagne. Point. C'est une telle vous savez, initiative. et que nos parents avaient quand même beaucoup d'idées. Hein. Vous savez que dans la région culturelle Nago, Yoruba, on divinise les décharges. Autant la forêt est divinisée, mais les décharges aussi sont divinisées. Quand on s'est installé à Pobet... Quand c'est divinisé, ça dit qu'on ne peut plus aller déposer des déchets, c'est ça? Non, mais justement, c'est pour aller déposer les déchets. Donc on dit que c'est une divinité qui gère tous les déchets. Mais quand on chante sa gloire, vous ne pouvez pas imaginer. Hein? Donc, aujourd'hui,
tout proche, peut-être qu'il ne le dit pas. Peut-être que c'est salissant. Dans la même zone, juste à côté de la forêt d'Okpo, la décharge qui prend pratiquement tout ce qui est déchets de Pobé a été divinisé. Cela voudra dire qu'on ne peut pas détruire ces déchets, c'est ça? Ah, mais ça a été tout un problème pour sa destruction. Mais c'est bizarre ça. Ça pose un problème d'environnement aussi. Oui, mais si on sacralise l'état d'immondice. C'est sacralisé aussi bien à Pobé qu'à Kétou. Vous pouvez aller voir. On l'appelle Aïtaïla Nla. Ça dit que c'est la plus grosse décharge de la zone, quoi. Et c'est sacralisé. Aujourd'hui, mais il y a c'est comme si on encourage à ne pas détruire les déchets. Justement, c'est que si vous regardez bien, c'est qu'après réflexion, je me suis dit, pourquoi les gens ont fait ça? Quand ils sont installés, tous les jours, les gens produisent des déchets. Il faut se séparer des déchets. Mais où est-ce qu'il faut aller mettre ça? Est-ce que chacun se débarrasse et met ça à côté? Mais ils ont eu l'idée, en ce moment-là, de créer une décharge. Ce qu'on n'arrive même pas à créer aujourd'hui. Oui, mais chacun gère. Oui, mais une décharge à ciel ouvert et tout le reste, est-ce que ça ne comporte pas? Non, mais aujourd'hui, quand même, il y a des points de regroupement bon, où on amène tous les déchets et puis après. Oui, mais ça, dans les grandes villes. Il y a des points d'enfouissement. Mais dans certaines villes, aujourd'hui, la gestion des déchets est un gros problème. Donc, en ce moment-là, ils avaient déjà créé cette décharge-là. C'est à nous, avec toutes les informations que vous avez aujourd'hui sur la gestion des déchets, c'est à nous de dire, voilà, on peut toujours continuer par sacraliser, mais tout en gérant autrement. Et créer, peut-être, mettre une décharge là pour que, une décharge peut-être pas finale, mais une décharge temporaire, pour que tout ça continue de répondre à la question de divinité, mais également permettre à ceux qui entourent, puisque les gens qui entourent la forêt, est-ce qu'il faut déposer les déchets dans la forêt? Non. Ou bien, ça dit, s'il n'y avait pas cette décharge, c'est que la forêt serait déjà inondée. Ben justement, cette décharge de Pobé, aujourd'hui, elle devient quoi? Elle est toujours là, c'est ça? Mais elle est toujours là, mais... Elle prend de la hauteur, c'est ça? Mais c'est vraiment une... mais c'est polluant pour la ville, justement. Mais écoutez, mais c'est vraiment... la divinité, là, c'est... Donc, chaque jour, les gens vont déverser les déchets là? Les déchets, les gens ils le font, et c'est... mais est-ce qu'un jour l'État peut décider de dire ok, je détruis ça ce s'est point déjà noir? passé, la mairie l'a déjà fait plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et mieux même, certains de la Cour royale a dû faire des sacrifices pour qu'ils n'aient pas donc un retour pas normal. Donc, ben voilà, c'est donc vraiment... ça veut dire qu'on ne peut plus toucher à cette décharge, c'est ça? Non, mais on en remplit. Mais à tout moment, ils mettent en place un système pour mettre le feu, pour le... Histoire de chercher à diminuer un peu la taille. Dans tous les cas, ils gèrent comme ils l'entendent. Quand on met le feu, mais c'est comme si on brûlait le sachet, tout ce qu'on inhale comme odeur, ça peut polluer, ça peut rendre malade. Ils n'ont pas autre moyen. Et c'est d'ailleurs l'arrivée de ces ONG, puisqu'ils travaillent inlassablement pour qu'on gère au mieux ces déchets qui sont sur une divinité, mais je suis obligé de le dire, puisque ce n'est pas seulement Cap-Aubin, mais c'est toute la région. Mais justement, je vais demander à M. Franck, comment se gèrent les déchets ménagers au niveau de la commune de Pobé? Enfin, quand je laisse la décharge, comment se gèrent les déchets? Quand j'ai ma maison, que je pose les déchets, comment je fais? Merci beaucoup, M. Tchoki. Je crois que les partenaires et les autorités politico-administratives nous suivent. Pobé fait partie des communes dans lesquelles la question de gestion des déchets constitue un grand défi. Un casse-tête, c'est ça, vous le dites pour vous? Un véritable casse-tête. Et si nous sommes allés jusqu'à dire que des déchets à la richesse, c'est parce que nous en avons. Ben là, vous ne pouvez pas toucher à la décharge, justement. On est en train de travailler, de faire un travail avec la Cour royale. Avec la Cour royale, avec la mairie, dont je salue, le conseil communal, parce qu'au départ de leur installation, ils ont mis en place un projet qu'ils appelaient Ville propre. Et Ville propre, ça permettait à ce que toutes les, je crois, dernier samedi du mois, il y avait une campagne de salubrité accompagné par le maire, toute la population, et on a cerné. Pobé actuellement a été divisé en 3 zones. Ils ont fait les zonages en 3 zones depuis pratiquement 3 ans.
les 3 ans, ça rentre. Mais le problème de sites de dépotoir sauvage se pose. Les ONG, ils ont lancé un appel à projet, les ONG ont été sélectionnés. Mais du fait du manque de points de décharge, du fait du manque de moyens pour accompagner les ONG qui ont été sélectionnés, c'est une seule ONG actuellement qui travaille à la collecte des déchets. Mais c'est la commune qui gère cela, non? Au niveau des ménages. Ouais. Et on a un temps de travailler. Ils ont déjà trouvé un lieu actuellement. Heureusement qu'il y a un projet BRIC qui est venu, qui va accompagner, accélérer les choses. Sinon, jusqu'à présent, si le projet BRIC n'est pas là, la question des déchets à Koubé constitue un véritable problème. Et c'est pour éviter qu'en dehors de la décharge divinisée à Koubé, en fait, il y a encore d'autres quartiers qui ne sont pas proches de la décharge divinisée. Et là, ces quartiers, comment eux ils font? Oui, ils sont abonnés aux structures de collecte des déchets et leurs déchets sont gérés comme ça. Mais alors, ce que moi je vois là, puisqu'il y a une décharge qui est divinisée, les populations, même si on demandait à s'abonner, elles vont refuser, elles préfèrent aller déposer les déchets au niveau de la décharge parce qu'elles ne payent rien là. Oui, il y a, comme je l'ai dit, il y a un travail qui est en train d'être fait. Et dans le cadre de notre projet, on avait dit zéro sachet dans les services et places publiques. Ouais. Mais néanmoins, on a offert une poubelle à la Cour royale. Le changement de mentalité, de comportement, c'est un processus à long terme. Et nous savons que lorsque, qu'on appelle le système de gestion des déchets de la mairie, va commencer progressivement, les dispositions seront prises pour que les populations soient sensibilisées et puissent accompagner la dynamique. Puisque quand elles vont comprendre avec des approches liées à la santé maternelle et néonatale, quand on va leur démontrer par A plus B que, attention, les caca, les caca, tout ça là, il vaut mieux qu'on le dise, et les autres décès, vous voyez, ça constitue l'argent que vous cherchez pour vous épanouir, pour réaliser, vous les utilisez régulièrement à l'hôpital. Et pour réduire ça, il est question de mieux gérer les déchets. Eh oui. C'est très important. Et à cet effet, CACD est spécialisé dans la mise en place, je l'avais dit, des groupements de femmes avec l'approche Care Group. L'approche Care Group, c'est une approche du Peace Corps, du Corps de la paix, qui met en place des groupements de femmes et avec lesquels on fait des séances de sensibilisation toutes les 2 semaines sur une thématique spécifique. Si c'est 25 femmes, chacune de ces 25 femmes sont appelées, chacune, à répertorier la connaissance acquise et les techniques chez d'autres femmes au niveau de 10 ménages. Ok. Au niveau de 10 ménages. Donc cette approche, on a commencé ça progressivement. Et on a combiné à cette approche de quel groupe l'approche avec. Parce qu'il faut que quand les femmes se regroupent, s'il n'y a pas un intérêt pécunier qui les regroupe, elles ne vont pas rester. Donc, bon, là, je crois qu'on aura tout à l'heure le temps d'aller plus en profondeur parce qu'il y a l'émission Le Portail de l'Environnement qui vous reçoit encore tout à l'heure. On va parler aussi de comment est-ce que vous gérez les boues de vidange au niveau de Koubé. C'est des questions vraiment très cruciales de santé publique. Et je sais qu'avec Dr Kouchadé, on aura beaucoup de réponses, surtout qu'il est dignité à la Cour royale. Et aussi, conseil spécial du président de l'Assemblée nationale à l'environnement. Alors là... on aura beaucoup à dire tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, monsieur. Vous voulez quelque chose rapidement? Oui, oui, mais puisque la question qu'il a évoquée, puisque je suis aussi membre du conseil communal. Et s'il y a un pan. Mais attends, décidément, vous avez tous les chapeaux là. Ah ben oui. Et donc, si je regrette que nous n'avions pas travaillé sérieusement sur un pan du développement, c'est la gestion des déchets. Nous avions pêché. À ce niveau, vous avez pêché. Nous avions pêché parce que le président a été politiquement correct. Lui-même sait que les déchets sont mal gérés. Il paraît que vous avez été aussi politiquement correct. Oui, il a été politiquement correct. Il a passé une couche de vernis pour ne pas exposer. Il n'a pas exposé trop. Nous sommes quand même une commune chef-lieu du département. Malheureusement, la Société Générale de Gestion des Déchets n'est pas encore installée dans ces zones-là. Et donc, chaque commune gère comme elle peut ces déchets. Mais la question fondamentale, c'est
la décharge finale. Et donc, ça pose problème. Et donc, je trouve que... Tout à l'heure, on va poser tout cela tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Dr Koujali. Merci beaucoup à vous, monsieur Alopouanou. Merci pour votre venue de Kobe. Vraiment, merci beaucoup. C'est la première fois, enfin, pour cette année, bien sûr, la première fois que je reçois des invités venus de très loin. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Merci à vous, William Apollinaire Tchoki. Eh bien, quand vous êtes dans votre environnement de l'environnement, voilà, c'est pas facile. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Allez, mesdames, messieurs, on va marquer une courte pause pour installer les débatteurs du jour.